la Hongrie, etc. Et le président quand même de la République l'a dit, on parle de compromis, il faut essayer aussi de les comprendre et qu'eux comprennent aussi l'Europe occidentale. Donc on est dans un système très complexe. Est-ce que s'affirmer, finalement, ça risque pas de renforcer les tensions et qu'on est finalement à la tête du Parlement en 2019 des eurosceptiques? De toute façon, quand on entend parler les dirigeants polonais, les dirigeants hongrois, les dirigeants tchèques ou slovaques, ils sont très très durs à l'égard de Bruxelles et des pro-européens. Donc de toute façon, effectivement, là, ça s'engage politiquement la bataille des élections européennes. On va écouter, on va prendre le retour au direct maintenant avec le président des Verts. Philippe Lamberts, il est belge. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous ce qui définit la cordée, Monsieur Macron? C'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité, au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour, dans la foulée, écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années Philippe Lamberts, donc le co-président du groupe des Verts au Parlement européen, qui est en train d'attaquer fortement Emmanuel Macron sur tous les fronts. Oui, sur des enjeux de politique nationale. Je crois que c'est pas le lieu et pas le débat. Maintenant, on respecte les opinions de chacun. Mais je crois que ça illustre bien le sujet. La question, c'est pas de savoir Quand on parle du nucléaire, c'est quand même un problème européen. Le président des sociodémocrates, tout à l'heure, y a fait allusion aussi. Tout à fait. En disant qu'il fallait un échange avec Mme Merkel, moins de Et on le voit sur Fessenheim, on voit la façon dont à bras-le-corps le sujet de Fessenheim est pris, y compris avec nos collègues allemands, ce qui, encore une fois... était nécessaire, il était temps, on va le dire. Bernard Richardot, c'est quand même un réquisitoire, là. Mais c'est ce que j'essayais de démontrer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la politique française menée par Emmanuel Macron et son gouvernement au niveau national, qui est une concurrence entre les Français, les retraités contre les jeunes, les territoires entre eux, territoires ruraux contre les métropoles, et on est sur une Philippe vision... Lamberts, je vous interromps, Bernard Richardot vient d'offrir une corde à Emmanuel Macron. C'est le public contre le privé, et finalement ce que dit Philippe Lamberts, c'est quelle est la cohérence du discours européen du président de la République français au regard de son dessein pour la France et de ses politiques menées au niveau national. Et c'est ça qu'il est en train de dénoncer. Moi, je crains aujourd'hui que le dessein européen du président de la République, finalement, soit dans la même veine en termes de politique menée que ce qu'il mène en France. C'est la concurrence entre les individus, entre les territoires, dans la société. Je vous interromps 2 secondes. On va retrouver tout de suite Christine Bosse au Parlement européen. Cette fois, elle est avec Geoffroy Didier, député européen donc du PPE, et lui est proche de Monsieur Wauquiez. Voilà. Oui, tout à fait. Alors Geoffroy Didier, alors qu'avez-vous pensé de la prestation du président de la République? Jean-Claude Juncker a commencé son intervention en disant « La France est de retour ».
La vraie France est de retour. J'ai écouté attentivement le président de la République parce que je suis respectueux des institutions. Mais avec Emmanuel Macron, les mots sont souvent beaux, mais vides. Parce que comment peut-on venir à Strasbourg, dans l'hémicycle du Parlement européen, à un moment où il y a une méfiance, voire une colère des peuples à l'égard d'une Union européenne encore incomprise, et se contenter d'avoir des mots valises, un discours perché, très abstrait, ne parlant que de valeurs européennes, à un moment où il faut des réponses concrètes, plus que jamais. Quelles réponses concrètes, par exemple, face à la protection nécessaire des frontières extérieures, face à la lutte contre le terrorisme, face aux excès de la mondialisation sauvage? Ce que nos concitoyens, ceux qui nous regardent, attendent, ce sont des réponses plus précises qui les rendront européens si l'Europe peut être plus politique, plus performante, plus protectrice, mais il ne se suffit pas aujourd'hui d'être dans un contentement de soi sur les valeurs européennes. Je pense que c'est une chose, certes, dont on peut prendre acte, mais qui n'est absolument pas suffisante. Merci beaucoup, Merci. Didier. Merci. Merci Christine. Voilà. Une réaction, Sylvain Waserman? Non, on retrouve les vieux réflexes politiques. Madame Richardot, je comprends que vous êtes nostalgique des combats bloc contre bloc. Non, c'est pas public contre privé. C'est pas cette nostalgie-là. J'entends le positionnement du PPE. On est dans des jeux politiques. Moi, je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est nettement plus important que celui-là. Il est européen et il est que cette logique de reconstruction européenne fédère nos rangs et ne divise pas. Il nous reste 3 petites minutes ensemble. On va tout de suite poursuivre le programme d'Emmanuel Macron, puisque cet après-midi, il ira au lieu d'Europe pour signer le contrat triennal. Donc, il lie la ville de Strasbourg, capitale européenne, et l'État, Grégory Fraisse. Oui, en effet, c'est ici, un lieu d'Europe et de promotion de l'Europe, que sera signé tout à l'heure à 15h ce contrat triennal au premier étage de ce bâtiment, en présence du chef de l'État, signé par Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, par le préfet ainsi que les représentants des différentes collectivités locales. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le contrat triennal, vous l'avez dit, depuis 1980 et c'est désormais inscrit dans la loi. L'État s'engage aux côtés de Strasbourg pour lui assurer les moyens de son statut de capitale européenne, de siège des différentes institutions. Eh bien, le contrat triennal 2015-2017, c'était 150 millions d'euros, 40 millions financés par l'État, le reste par les collectivités pour 4 axes de priorité: la desserte, l'accessibilité de la capitale européenne, développer également son campus européen, son statut de capitale de la démocratie, des droits de l'homme, ainsi que son rayonnement culturel. Le contrat triennal 2018-2020 devrait s'intéresser aux mêmes axes de priorité. On en connaîtra le montant ainsi que les détails à l'issue de la signature, c'est-à-dire en milieu d'après-midi. Merci Grégory Fraisse. Peut-être juste un petit mot presque de conclusion, hein, François Laval. Donc, si vous aviez 2 ou 3 phrases ou 2 ou 3 mots à retenir de l'intervention du président de la République dans l'enceinte du Parlement européen. Un discours engagé dans le droit fil de ses précédents discours, notamment du discours de la Sorbonne, et qui marque politiquement au sein donc, de ce temps de la démocratie européenne, qui marque le début finalement de la campagne des élections européennes de mai 2019. C'est très loin, mais on voit bien que là, derrière, il y a une arrière-pensée politique. C'est un discours marquant? C'est un discours marquant, comme il peut y en avoir beaucoup, et qui est beaucoup moins précis, effectivement, que le discours de la Sorbonne, puisque le discours de la Sorbonne, c'était 1 heure. Là, on est sur 25 minutes. Bernard Richardot, assez bref aussi. Oui, moi ce que j'attends, c'est pas de savoir si le président de la République est européen ou pas. Il l'est incontestablement et je reviens pas là-dessus. Ce que je voulais connaître dans ce discours du Parlement européen, c'est son dessein, sa philosophie politique, son engagement, son ambition pour l'Europe et les politiques qu'il entend mener ou qu'il veut impulser depuis sa place de président de la République. Là-dessus, je ne vois rien où on sous-tend et on peut laisser croire qu'on est dans la même philosophie politique qu'au niveau national. Très bref, 30 secondes. Juste d'un mot, je pense qu'il y a un nouvel espoir européen qui renaît. On parle d'un discours de la Sorbonne qui était il y a 6 mois. Je suis sûr que dans 6 mois, on parlera encore du discours de Strasbourg d'aujourd'hui. C'est certain. Et juste un dernier petit mot. L'intervention de M. Juncker, ça, ce sera important pour la suite? Oui, parce que c'est comme le président de la Commission, donc le président de l'exécutif, donc qui normalement a la légitimité démocratique du Parlement européen. En même temps, il est en place que pour 1 an encore aussi.
Oui, mais il aura beaucoup fait depuis son élection. C'est donc une Europe libérale. À noter que les présidents de groupe se poursuivent, mais que vous pourrez, bien sûr, c'est Florian Philippot actuellement qui s'adresse au chef de l'État, toutes les réponses, parce qu'évidemment, le chef de l'État va leur répondre sur notre site internet en direct, bien sûr. Voilà, donc il va intervenir. Alors, on ne sait pas trop combien de temps il va intervenir, combien de temps il va répondre, puisque on vient de le voir, il y a eu quand même des interpellations un petit peu sévères de part et d'autre, ce qui n'est pas tout à fait commun, hein, en tout cas en France. Donc là, la parole est libre, j'allais dire, et on a eu vraiment des interpellations du président de la République qui, bien sûr, va y répondre dans la foulée. C'est la fin de cette édition, mais vous pouvez bien sûr suivre tout cela, la réponse du président sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Passez une très bonne journée. Merci Caroline, passez une très bonne journée sur la 3 et merci à vous. Merci à vous. Merci. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, 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 oh. Oui, alors le vélo en ville, d'accord, il existe. Des risques migratoires insensés et du risque terroriste, condamnation idéologique de toute forme de protection commerciale. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez manqué de peu les félicitations du jury parce que vous vous êtes exprimé pour une fois en français, alors que de plus en plus souvent dans votre expression publique, vous abandonnez la langue de Molière et la francophonie au profit de l'anglo-américain. Mais rassurez-vous, vous restez le chouchou de la Commission. Vous êtes tellement bon élève, tellement bien appliqué à suivre la politique de la Commission et des lobbies, que vous avez déjà rejoint Tony Blair et Matteo Renzi au rang des coqueluches de Bruxelles. Et comme eux, vous êtes condamnés à promettre de réformer l'Union européenne et vous échouez déjà, vous décevez déjà parce qu'elle est irréformable par construction. Vous avez déjà échoué, Monsieur le Président de la République, sur le travail détaché et sur le glyphosate. Alors voilà pourquoi je suis triste. Diriger une vieille nation comme la France est une fonction trop noble pour qu'elle s'abîme dans cette star académie des étoiles pâlissantes du drapeau européen où chacun défile comme un vulgaire élève. Monsieur le Président de la République, ne pataugez pas dans les eaux croupies des technocrates et des lobbies. Le monde ici est déjà le vieux monde. Le monde de demain est celui des peuples qui relèvent la tête. Soyez connectés à cette dynamique de l'histoire. Sous l'impulsion de Nigel Farage, suivi par tant d'autres, le peuple britannique a déjà brisé ses chaînes. Oui, le peuple britannique, que ça vous plaise ou pas, a voté souverainement pour sa liberté et pour son indépendance. La liberté et l'avenir, l'Union européenne est déjà le passé. Parlez donc de la France, Monsieur le Président de la République, et donc parlez au monde comme la France sait le faire quand elle est libre, comme savait le faire le président Chirac en 2003, quand lui savait refuser les guerres américaines. Vous l'avez dit vous-même dans une récente interview à la BBC, si un référendum était organisé en France sur le Frexit l'emporterait. Alors soyez démocrates, faites donc ce référendum en France. Offrez aux jeunes la fierté, aux anciens la dignité, à tous la liberté. La France vaut bien mieux qu'un long tête-à-tête épuisant avec Bruxelles et Berlin. La France est un pays sur tous les continents, tous les océans. Nos nations sont des civilisations bien plus brillantes que ne le seront jamais n'importe quel traité européen. Oui, sortons de l'Union européenne pour rentrer dans le monde. Et si d'aventure, Monsieur le Président de la République, cette perspective ne vous séduisait pas, alors vous pouvez vous reconvertir au sein de la Commission européenne ou directement vous faire recruter chez Goldman Sachs. Vous n'aurez fait que griller une étape. Vive le Frexit, vive la liberté de nos nations, vive la France libre. Merci. Au nom du groupe Europe des Nations et des Libertés, je donne la parole à Monsieur Nicolas Bay. Monsieur le Président, si vous êtes parvenu, il faut bien le dire, sans grande difficulté, à ne pas nous faire regretter votre prédécesseur François Hollande, votre récente décision de suivre les États-Unis dans une intervention militaire unilatérale en Syrie va peut-être nous faire regretter Jacques Chirac, qui eut au moins le mérite, lui, de dire non au va-t-en-guerre américain. N'avez-vous donc rien retenu, vous et tous les autres, de l'Irak ou de la Libye,
de ces interventions que leurs auteurs ont justifiées à l'époque déjà par des considérations morales, mais qui ont abouti à semer la guerre, à semer le chaos et à permettre aux djihadistes de prospérer. N'êtes-vous donc pas conscient qu'en France comme en Syrie, ce sont aussi les pires des islamistes qui ont applaudi vos frappes? En matière internationale, comme dans bien d'autres, vous êtes finalement loin, bien loin du nouveau monde que vous prétendez incarner. Vous coalisez autour de vous, dans un réflexe de citadelle assiégée, tous les bénéficiaires de ce vieux monde, d'un modèle à bout de souffle, tous ceux qui ont intérêt à ce qu'il se perpétue, tous ceux qui rêvent encore du village global. Votre projet de fuite en avant apparaît surtout comme la pâle synthèse de Jacques Delors et d'Édith Cresson, celui d'une construction toujours plus bureaucratique et toujours moins démocratique, celui d'une Europe amnésique, sans frontières et sans identité. Sous les allures d'une certaine modernité et non sans quelques habiletés de communication qu'il faut bien vous reconnaître, vous êtes finalement à contre-courant du monde qui vient. Pour des raisons humaines et culturelles, pour des impératifs économiques et écologiques, ce siècle sera celui du retour de la notion même de limite, c'est-à-dire de frontières. N'en déplaise aux zélotes de la libre circulation sans frein des biens et des personnes, devenue la libre circulation et des armes et des terroristes. Dimanche soir, vous avez déclaré, je cite, que la France devait être un pays plus flexible et plus mobile. Mobilité, flexibilité, ce sont là des mots, des slogans, de la pub, de la com, si éloignés de la véritable politique et de ses exigences. Ce que nous devons garantir, c'est une France durable et des nations durables en Europe. Les peuples se sont mis à parler, Monsieur le Président. Écoutez ce qu'ont dit tour à tour le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Hongrie, mais aussi d'ailleurs beaucoup de Français. Ces peuples veulent que leurs économies, leurs entreprises et leurs emplois soient protégés de la concurrence déloyale. Ils ne veulent ni des travailleurs détachés, ni des traités de libre-échange dont une petite minorité est bénéficiaire au détriment de l'économie réelle et des peuples qui en souffrent. Ils veulent en finir avec l'immigration sans frein et sans fin. Ils veulent retrouver leur souveraineté, c'est-à-dire tout simplement leur liberté. Oui, les peuples veulent pouvoir décider pour eux-mêmes. Autrefois, on appelait cela la démocratie. Les peuples expriment leur rejet de cette Union européenne qui entend décider de tout, mais qui se montre incapable de relever les défis où elle est réellement attendue. Mélange paradoxal de dérégulation et de surréglementation. Absente et impuissante dans l'innovation technologique, dans la sécurité alimentaire, dans l'intelligence artificielle ou dans la protection des données personnelles, l'Union européenne est en revanche omniprésente lorsqu'il s'agit d'atteindre à la liberté des nations. Vous voulez accélérer en laissant de côté les nations qui ne partageraient pas vos choix et qui, selon votre expression, ne voudraient pas avancer. Mais avancer vers quoi, Monsieur le Président? Avancer vers plus d'intégration européenne, moins de régulation économique, plus d'immigration et de communautarisme? Avec vous, et vous aurez sans doute le soutien de M. Verhofstadt, ce serait donc l'Europe sans la Hongrie, mais avec la Turquie. Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences de l'enracinement, disait Albert Camus en parlant de l'œuvre de Simone Veil, la philosophe. Oui, la renaissance, la refondation de l'Europe doit s'enraciner dans nos nations, dans notre civilisation commune. C'est le défi de l'identité que nous devons relever ensemble. L'identité des nations n'est pas un poids. Elle est au contraire une arme et un bouclier dans la mondialisation. Elle peut y être un formidable facteur de réussite et de rayonnement. L'Europe des nations, des coopérations et des protections, voilà l'avenir que les peuples sont en train d'écrire. Et c'est devant eux que nous vous donnons rendez-vous dans un an.